Alors, ça y est, c'est parti, l'enregistrement est parti. Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent ce matin pour cette réunion visio. Je voulais également remercier Magali Girard de sa présence, qui va nous faire un exposé de tout ce qui est mis à nos dispositions en tant qu'entreprise. Je pense qu'Isabelle Troget doit être arrivée aussi. Isabelle Troget, c'est notre représentante au CS, à l'anciennement RSI, CPSTI, qui est aussi à votre écoute pour toute question concernant la vie de votre entreprise au niveau de vos cotisations. Je n'ai pas encore vu Elle est encore Isabelle. pas arrivée. Non. Bon, ben, elle devrait pas tarder. Euh, je vais faire un rapide balayage sur les dernières actus syndicales de l'ACAPEB cette dernière semaine ou ces derniers 10 jours qui ont été assez intenses. Tout d'abord, je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux de notre CAPEB national ou Vendée, mais il était prévu un coup de rabot de 700 millions concernant ma prime rénov'. Ça a été débattu au Sénat et après avoir alerté les sénateurs et sénatrices, le coup de rabot a été refusé. Donc ça, c'était une première victoire. Maintenant, ce matin, ça va être discuté cet après-midi en commission paritaire. Donc on espère que ce coup de rabot n'aura pas lieu et qu'on maintiendra un budget significatif pour ma prime rénov'. Il y avait aussi, ça c'était la semaine dernière, il y avait aussi en fin de semaine dernière toujours un amendement qui avait été déposé par un député Thomas Cazenave qui voulait que les entreprises non RGE puissent faire des travaux de rénovation énergétique en sous-traitant avec des entreprises RGE. On s'est montré contre aussi. Donc, ça n'a pas été voté à l'Assemblée. Donc, ça, c'est aussi une belle victoire pour nous. Maintenant, voilà, je ne vous cache pas que la semaine prochaine est voté le budget. On n'est jamais à l'abri d'un 49.3. Voilà, on essaye de mobiliser un maximum nos parlementaires, sénateurs, sénatrices et députés. On est à l'éveil, à l'écoute. Voilà ce que je peux vous dire. Nous, ce qu'on leur fait remonter aussi, c'est qu'on a besoin plus qu'urgemment d'une stabilité politique pour pouvoir avancer, parce que là, on est en train de perdre du temps. Et du temps, c'est de l'argent. On continue, on est vigilant, on baisse pas les bras. Voilà. Donc, j'espère que pour revenir à cette réunion, vous n'hésitez pas à poser des questions, comme disait Jean-Luc sur le chat. Vous n'hésitez pas, si après cette réunion, vous avez encore des questions, euh, à, à nous interpeller, la CAPEB, via les différents services. Ne restez pas tout seul. Euh, on ne restez pas tout seul. Voilà. La moindre petite question, on est là pour ça. Il faut avoir le réflexe de nous appeler. On sera là pour vous accompagner, vous épauler. On espère que le brouillard va se dissiper d'ici quelques jours. On va croiser les doigts. On a un magnifique, oui, marché qui nous attend dans le milieu de la rénovation. Si on a de la stabilité politique, la croissance pourra repartir très très vite. Donc on espère que le gouvernement va essayer de s'apaiser, arrêter les querelles internes et devenir un peu plus sérieux pour que nous, on puisse enfin travailler dans de bonnes conditions. Donc, merci encore à tous. Pensez bien couper vos micros. Et puis, n'hésitez pas à nous interpeller, soit par le chat, encore une fois, ou à nous appeler à la CAPEB. Et puis, je passe la parole à Fabrice, le président de la SNATP. À toi, Fabrice. Merci Lucie. Ben, je vais renouveler aussi les remerciements pour tous les participants et puis introduire la réunion pour dire que de manière générale, ça ne concerne pas que les paysagistes et les TP, mais de manière générale dans le bâtiment, on est dans un climat économique un peu incertain. Le climat politique n'arrange rien, mais peut-être que ça va s'éclaircir, on espère. Face à ça, il faut avoir connaissance de tous les moyens à notre disposition pour aborder cette période avec prudence. Euh, Ça veut dire qu'il faut anticiper, ça veut dire qu'il faut prendre connaissance de toutes les possibilités d'organisation et de gestion plus fines
sait très bien qu'aujourd'hui, eh ben, il faut gérer plus finement pour chiffrer nos devis au plus juste. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir notre productivité peut-être plus finement, il faut faire des chiffrages plus fins, avoir une gestion financière aussi plus fine. Enfin, voilà, plein d'outils qu'il faut se rappeler quand on a vécu des belles années, on pouvait se permettre de gérer moins finement. Aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà, le but de la réunion, c'était de faire le tour de tous les moyens et de se poser des bonnes questions pour traverser. J'espère que la période sera très courte, mais pour l'instant, elle est incertaine. Donc voilà, il faut anticiper et puis regarder ce qui existe. Voilà. Merci Fabrice. Madame Girard, je vous passe la main et ensuite on passera la main à Gaëtan Charrier, un des collaborateurs de la CAPEB Vendée, qui vous présentera un des nombreux outils qu'on peut mettre à votre disposition pour vous accompagner. À Merci vous, Madame beaucoup. Girard. Bonjour à tous. Donc, je suis Magali Girard, adjointe au directeur des finances publiques en Vendée. J'ai en charge plusieurs missions. La mission risque et audit au sein de ma structure, enfin de ma direction, la mission gestion domaniale, politique et moyens d'État et surtout la mission action économique qui nous intéresse aujourd'hui. Et je remercie la CAPEB pour cette initiative et invitation à venir vous parler dans ce webinaire ce matin. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Est-ce que c'est bon? Vous voyez l'écran? Ça fonctionne. Ça fonctionne, super. Effectivement, la direction des finances publiques a un rôle crucial dans l'action économique et certains d'entre vous, peut-être, ont pu déjà le voir dans les différentes crises qu'on a traversées. Après, on fait de l'action économique dans cette grande maison des finances publiques depuis très longtemps. Je dis toujours, depuis 1974, c'était une autre crise énergétique qui a causé beaucoup de soucis économiques derrière. Donc, on est assez rompu à l'action économique. Et bien sûr, ce rôle a été renforcé depuis les différentes crises que nous traversons, à commencer par les gilets jaunes, le Covid, la crise aviaire pour notre département, la crise énergétique et la crise géopolitique que nous connaissons désormais. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques éléments de conjoncture vendéenne sur l'année 2024. Alors, pas tout à fait toute l'année 2024, parce que les chiffres de décembre ont été déclarés ces derniers jours, donc je ne les ai pas encore, mais au moins pour que vous puissiez avoir quelques repères sur la situation de vos entreprises et sur la santé économique, puisque bien sûr, vos entreprises travaillent que si le reste du département va bien, et je dirais même le reste de la France va bien, pour que vous puissiez avoir des marchés. Et puis, je viendrai après sur ce qu'on fait en action économique à la direction des finances publiques de la Vendée. Et je ferai de façon générale, et je ferai un zoom sur une institution qui s'appelle la Commission des chefs des services financiers, qu'il faut savoir saisir au bon moment et pas trop tard pour que ça puisse être efficace. Donc, sur la conjoncture économique, vous devez avoir l'écran désormais, donc la carte, la situation arrêtée au 30 novembre. Donc, avec toutes les précautions que je donne sur ces chiffres, ce sont des chiffres d'activité, de chiffre d'affaires déclarés dans les déclarations de TVA des entreprises, toute entreprise vendéenne, à partir du moment où elle a son siège en Vendée. Et donc, du coup, forcément, on a aussi du chiffre d'affaires qui est réalisé sur d'autres départements. Quelle que soit sa grandeur et quel que soit son secteur. Ces données donc cumulées sur 11 mois de l'année 2024, il y a peu de chances que le mois de décembre change l'allure de ces chiffres. Vous voyez que pour la première fois depuis 7 ans maintenant que je fais d'action économique dans ce département, j'annonce un chiffre en rouge négatif pour la Vendée, qui est également négatif au national et négatif au régional. Donc un chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros engrangé sur les entreprises vendéennes, et qui est en baisse de moins 1,6% par rapport à la même période 2023. Alors après, il faut mesurer cette baisse avec ce qui s'est passé sur les années précédentes. En Vendée, nous n'avons pas connu, comme l'a connu le niveau national et le niveau régional Pays de la Loire, sur les années précédentes 2022-2023, ça avait déjà amorcé des reculs, des diminutions que nous n'avions pas. Vous le voyez sur le graphique du bas, avec des hausses de 14%, 11% en 2021, 2022 et encore 7% en 2023, quand le niveau national n'était qu'à 3%. Donc peut-être qu'on est plus en baisse aussi, nous, cette année, puisque il
les événements fait que ça nous rattrape et qu'on ait une baisse de chiffre d'affaires plus marquée que par les années passées, mais en tous les cas, elle est bien là. Le chiffre d'affaires vendéen pèse toujours à peu près 20% du chiffre d'affaires régional et c'est encore le cas. Sur la situation Pays de la Loire, attention aussi à ce qu'on compare. Je vous ai dit, on a toute entreprise, tout secteur confondu, toute grandeur d'entreprise confondue dans ces chiffres-là. Et qu'en Loire-Atlantique, on a une activité qui est très portée par le chantier naval et l'aéronautique, qui fait que la Loire-Atlantique reste en hausse, à une baisse mesurée à moins 0,5, à 0,3 pardon, pour une région à moins 0,5. Et si j'enlève ce secteur-là, effectivement, on est plus en retrait. Ici, vous avez la situation vendéenne secteur par secteur pour que vous puissiez positionner votre secteur construction, bâtiment, travaux publics, qui est le secteur en troisième position, donc le troisième secteur vendéen qui en pourcentage de chiffre d'affaires engendré sur l'ensemble du chiffre d'affaires vendéen. Les deux premiers étant le grand secteur commerce. Donc là aussi, dans ce secteur-là, on a le petit commerce du coin de la rue jusqu'à la très grande surface, et y compris des entreprises qui font du e-commerce. L'industrie manufacturière, là aussi, un secteur très large qui englobe la métallurgie, l'agroalimentaire, le machinisme agricole, etc. Tout ce qu'on peut connaître de très large sur la Vendée, puisqu'on est sur un département qui a cette richesse d'aborder quasiment tous les secteurs d'activité. Et puis donc la construction qui vient en troisième position dans la répartition du chiffre d'affaires 2024 avec 9% du chiffre d'affaires vendéen engendré par votre secteur d'activité. Donc ça, ce sont les barres bleues. Et sur les petits carrés, ensuite, vous avez l'évolution du chiffre d'affaires sur les 11 premiers mois de l'année 2024 par rapport à 2023. Et effectivement, vous voyez que la construction, mais ça, je ne vous apprends rien, je pense, est en baisse de 3,1% en cumulé chiffre d'affaires brut. Alors, une baisse de chiffre d'affaires sur la construction. Pour autant, si je prends mon même graphique 1 ou 2 mois ou 3 mois à l'avance, et on avait parlé avec Lucie il y a quelques mois de ça, on était sur une baisse beaucoup plus importante. On a frôlé les -5, donc ce qui me fait dire que sur la fin de l'année, les marchés se sont représentés ou se sont terminés pour que vous puissiez engendrer ce chiffre d'affaires plus sur le dernier semestre 2024. Voilà. Je fais un petit zoom également avec l'activité de publicité foncière. Vous savez qu'à la finance publique, on gère donc le service de publicité foncière, et c'est aussi un indicateur pour nous sur le marché à venir, sur votre secteur d'activité, que sont les mutations à titre onéreux d'immeubles en Vendée. Lucie disait tout à l'heure qu'on a un vaste marché qui s'ouvre, qui est là devant nous sur la rénovation, et donc moi je me dis que autant de ventes d'immeubles anciens, c'est autant de potentiel de rénovation à venir, puisque souvent, quand on fait l'acquisition d'un bien, on fait quelques réparations, quelques aménagements. Et j'ai bien entendu le message sur Prime Rénov, qui est attendu par vos services, et sur lequel, bien sûr, je ne prononcerai pas, les discussions étant en cours. Donc, sur l'année 2024, c'est la courbe orange sur le graphique. Vous voyez qu'en termes de mutation à titre onéreux d'immeubles enregistrés dans notre service de publicité foncière en Vendée, on était très en retrait de la courbe 2023, particulièrement sur les mois de mars à juin, et que la courbe rejoint celle de 2023 sur le deuxième semestre, avec des niveaux maintenant qui sont redevenus, alors je dirais pas normaux, mais en tous les cas, enfin pas ceux qui étaient les années avant, mais là aussi, il faut faire attention. 2020, 2021, 2022, on a eu beaucoup de cessions d'immeubles et un marché de l'immobilier très, très, très important sur notre département, notamment par l'effet parisien télétravail, mais pas que. Et donc, du coup, là, on sent quand même sur cette fin d'année une reprise des ventes, de l'activité notariale et des dépôts des ventes auprès de notre service publicité foncière. Sur toute l'année, on observe quand même moins 12%, ce qui n'est pas rien et ce qui n'est pas sans conséquence sur les chantiers qui ne se feront peut-être pas sur les mois qui viennent pour vos entreprises.
Deux petits zooms ensuite. Donc, ce chiffre-là comprend également les ventes de terrains à bâtir. Donc là, je vous ai fait une proportion là aussi où on voit voilà, qu'on a eu un creux des ventes de terrains à bâtir enregistrées dans nos services qui frôle le moins 20% en 2024, avec une situation qui se stabilise là aussi sur les derniers mois de l'année, sans qu'on revienne là aussi à des choses très importantes. Hein. L'activité de promoteur et de lotisseur est très très endommagé et on en a beaucoup en soutien. Donc voilà, on espère que ça va repartir sur ces terrains-là pour que ça fasse les marchés de ceux qui sont spécialistes de la maison neuve. Et puis pareil, les ventes en état futur d'achèvement, parce que forcément c'est en état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses à y faire. Là aussi, c'est un indicateur que nous regardons et qui rejoint maintenant la courbe 2023 qu'il a même dépassé en décembre avec des lots qui ont pu sortir récemment. Bien sûr, vous pourrez revenir hein, sur ces éléments tout à l'heure dans les échanges. Un autre indicateur pour nous de la santé des entreprises vendéennes, c'est leur capacité à investir. On a traditionnellement des entreprises vendéennes, tous secteurs confondus, qui investissent beaucoup et les investissements des uns font les marchés des autres. Et bien sûr que ça vous concerne quand une entreprise s'agrandit, ben, forcément qu'elle peut avoir besoin de certaines de vos structures. Et on voit là que si le chiffre est toujours en vert en Vendée, il est quand même très stagnant à plus 1,2%. Donc ça, on le mesure à partir de la TVA sur mobilisation qui est déduite sur les déclarations de TVA. Donc ça veut dire que quand la TVA est déduite sur l'immobilisation, on est au bout de l'immobilisation. Donc c'est des chantiers qui ont été pris bien en amont. Donc toujours une TVA sur l'immobilisation positive en 2024. Pour autant, on voit qu'on est qu'à seulement 1,2%. Là où chaque année, depuis 7 ans au moins, que je connais cette activité, on était à chaque fois à plus 13, plus 15% d'investissement année par année. Donc on a un vrai frein des entreprises là sur l'investissement, certainement par prudence, voire par défiance. Hein, Lucie disait tout à l'heure, effectivement, la situation que l'on connaît ces derniers mois crée un certain statu quo ou voire une vitrification des décisions de toutes parts et que mon discours, c'est de dire ceux qui peuvent y aller, allez-y, continuez d'investir, continuez de faire vos croissances puisque derrière, il faut relancer la machine effectivement pour tout le monde. Encore une fois, ne soyez pas étonnés du chiffre régional. Le plus 13,3% en Loire-Atlantique, c'est principalement le chantier naval, enfin, toute l'aéronautique sur ce département. Il y a enfin une vue sur les procédures collectives, même si ce n'est pas mon sujet direct, mais bien sûr, il me préoccupe et vous verrez dans ma démonstration tout à l'heure, ma préoccupation, moi, c'est de capter les entreprises avant même qu'elles n'arrivent à cette situation de procédure collective, sinon ça veut dire que j'ai loupé quelque chose, puisqu'on est là dans la notion de procédure collective vraiment dans l'entreprise en difficulté, au sens juridique et européen du terme. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les difficultés d'entreprise avant qu'elles ne soient entreprises en difficulté pour qu'on puisse les sauver. Donc des procédures collectives qui augmentent en Vendée, certes, hein, on entend souvent, il y a un gros lot de défaillances, etc. Il faut quand même prendre aussi la mesure de ça. On augmente dans une bien moindre proportion qu'au plan national, puisque l'augmentation sur... Alors là, on a la situation complète 2024, y compris le mois de décembre. On est seulement à plus 6,34% par rapport à 2023. Et en 2023, on avait également un chiffre inférieur au national. Le repère du niveau national, là, sur l'année 2024, c'est plus 18,27%. Donc, vous voyez que nos entreprises vendéennes sont bien plus résilientes qu'on le pense, et bien plus résilientes qu'ailleurs. Et ça se confirme encore, même si, voilà, on ne va pas se le cacher, on a effectivement une hausse des défaillances. Pourquoi on y arrive peut-être mieux en Vendée? Certainement parce qu'avec le tribunal de commerce, on fait un gros travail, le tribunal a fait un gros travail de désacralisation de l'arrivée dans le tribunal et puis de favoriser justement cette détection précoce. Hein, c'est tout le travail qu'on fait avec vos différentes organisations et notamment la CAPEB et les webinaires d'aujourd'hui y participent, d'avoir ce travail de détection précoce des difficultés des entreprises de sorte à pouvoir apporter des soutiens bien avant l'apport de la procédure collective. Et notamment, ça passe par une procédure amiable devant le tribunal. Donc, dans mes orientations, j'envoie devant le tribunal. Alors, parfois, on m'a dit de vous appeler pour me sauver et finalement, vous m'envoyez au tribunal puisque, effectivement, le tribunal peut être une solution et peut être une solution en procédure amiable qui reste confidentielle,
qui, comme ça, n'inquiète pas niveau banquier, niveau fournisseur, etc. Et qui surtout donne une beaucoup plus grande chance de retournement à l'entreprise, puisque sur la moyenne qu'on a pu faire sur les 5 dernières années, les procédures amiables que nous avons ouvertes permettent le retournement de l'entreprise à plus de 77%, quand la chance de réussite d'un plan de redressement est à 10%. Donc, c'est très important, effectivement, de pouvoir aller en rendez-vous de prévention devant le tribunal du commerce avant qu'il ne soit trop tard pour espérer avoir recours à ces procédures amiables quand c'est nécessaire. Voilà sur ces points chiffrés. Je pense que j'enchaîne et puis éventuellement vous posez vos questions après en fonction du temps. Donc là-dessus, une fois qu'on est ça, donc notre rôle effectivement à la DDFiP en action économique, c'est effectivement de faire cette veille économique, et on a des instances préfectorales notamment présidées par le préfet sur lesquelles on réunit les différentes instances fédérations, organisations professionnelles, entre autres, pour faire cette veille économique et faire remonter les points durs vers notre administration centrale et le gouvernement. Et puis notre autre rôle, c'est une fois qu'on a constaté qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est de pouvoir être en soutien aux entreprises vendéennes. Et ça s'appelle donc le conseiller départemental à l'accompagnement ou au soutien des entreprises en difficulté, que je suis. Donc, je suis votre conseiller départemental pour la Vendée et j'ai 2 collaboratrices qui m'assistent dans cette mission, puisque comme je vous dis, j'ai aussi d'autres missions par ailleurs. On l'a dit, on a un climat très déstabilisant depuis quelques mois, avec des attentes de toutes parts, donc des marchés qui se déclenchent pas, ou qui se repoussent, qui se retardent, qui ne se voient pas. Et donc, du coup, c'est certainement encore plus aujourd'hui qu'hier, un contexte déstabilisant qui nécessite de surveiller l'équilibre financier et de détecter les signaux d'alerte. Dans ma fonction, donc quand les entreprises m'appellent ou quand des organisations m'envoient des entreprises, très souvent quand je demande quel est votre problème, quelle est votre difficulté, la réponse c'est je ne peux pas payer ma TVA, je ne peux pas payer mon URSSAF, ma ProBTP, etc. Mais ça c'est une conséquence en fait du problème. Et quand je vais plus loin, c'est oui, mais ça vous ne pouvez pas payer, mais qu'est-ce qui se passe en amont? Le dirigeant a souvent du mal à m'expliquer d'où vient son problème parce qu'il n'a pas forcément réussi à analyser. Il y a un moment, sa trésorerie s'essouffle, il n'a plus de trésorerie, il ne peut plus payer son fournisseur, ses obligations fiscales, sociales et autres, sans forcément savoir identifier où. Alors bien sûr, il a identifié qu'il a moins de marché, qu'il a moins d'argent, qu'il y a des chantiers qui se sont reculés, mais il n'a pas forcément fait ce suivi d'équilibre financier pour être en alerte suffisamment tôt, et que quand on arrive à je ne peux plus payer ou j'ai des incidents de paiement bancaire, c'est presque, c'est presque trop tard, mais on peut encore faire quelque chose, rassurez-vous. Donc voilà, il faut être très attentif à tous les signaux, qu'ils soient financiers, opérationnels, politiques, et Lucie l'a dit tout à l'heure, dans votre métier, c'est important, et qu'il y a des outils de gestion de l'activité, mais je pense que la CAPEB tout à l'heure redétaillera ce qui peut être fait justement, qui permet de détecter les difficultés de trésorerie, de financement, et qu'au-delà de ça, le chef d'entreprise ne doit jamais rester seul face à ces difficultés. Alors, soit il a identifié d'où ça vient, mais il faut pouvoir la traiter, la soigner, cette difficulté. Soit il n'a pas réussi à détecter ce qu'il peut faire. Et dans ce cas-là, il faut qu'il puisse avoir un contact. Et donc, le conseiller départemental à l'accompagnement, au soutien aux entreprises en difficulté est un point d'entrée, je dirais pas unique, mais universel, puisque il y a beaucoup d'acteurs d'accompagnement des entreprises, et tant mieux. Mais dans notre rôle, et c'est maintenant sacralisé par une circulaire interministérielle, on est un point d'entrée universel pour pouvoir examiner avec vous ce qui ne va pas et vous orienter vers le bon interlocuteur que sont nos différents partenaires. Conseiller d'insertion, d'intervention, prévention, le tribunal, je l'ai dit, la Banque de France pour la médiation de crédit, etc. Si j'en reviens sur surveiller l'équilibre financier et détecter les signaux d'alerte, à minima, il faut pouvoir donc surveiller sa trésorerie et établir, autant que faire se peut, un plan de trésorerie prévisionnel pour anticiper les difficultés et puis pouvoir aller discuter avec son banquier. Très souvent, et je dirais que ces derniers 6 mois, la plus grosse difficulté quand les entreprises me contactent, c'est le banquier, enfin, le discours, qu'est-ce qui vous arrive? Le banquier ne me suit plus.
Et j'ai ma petite phrase fétiche, quand vos banquiers ne vous suivent plus, je vous demande si vous l'avez précédé, puisque pour que quelqu'un vous suive, il faut pouvoir l'avoir précédé. Et c'est là, alors voilà, c'est un peu un cliché, mais d'avoir des indicateurs et établir un plan de trésorerie prévisionnelle, c'est vous permet d'anticiper les problèmes, c'est vous permet de savoir par rapport à vos marchés, aux acomptes qui vont rentrer ou pas, est-ce que vous allez pouvoir déclencher, est-ce qu'il y a un moment, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, vous risquez d'avoir une trésorerie tendue. Si vous le savez à l'avance, vous pouvez aller discuter avec votre banquier pour aller trouver des solutions bien en amont de la trésorerie qui sera dans le rouge. Donc, il y a des solutions rapides de financement, comme des autorisations de découvert ou des crédits bancaires. Souvent, le but, c'est d'éviter justement que la banque vous enlève l'autorisation de découvert de façon automatique. J'ai souvent des entreprises qui réagissent qu'elles ont reçu un courrier de leur banque comme quoi leur autorisation de découvert n'était plus maintenue. Et si on en arrive là, c'est qu'on a eu déjà des incidents de paiement auparavant et qu'il aurait fallu réagir. Voilà, il y a des solutions de crédit bancaire à court terme, il y a des cautions de marché aussi sur votre activité qui peuvent justement vous permettre d'avoir des financements pour démarrer un marché et obtenir un marché. Il y a des systèmes de financement de stock. Plus on va tôt vers son banquier, plus on discute avec lui, mieux c'est. Et puis quand on n'arrive pas à discuter avec lui, effectivement, on peut rentrer en médiation du crédit et nous, on accompagne vers la Banque de France et la médiation du crédit notamment. Et puis, si c'est des problèmes plus structurels qui concernent le fonctionnement même de l'entreprise, et qu'il faut trouver une solution à long terme, il faut réfléchir à un nouvel apport en capital, à du prêt bancaire complémentaire et voir via un mandat ad hoc, notamment devant le tribunal de commerce en procédure amiable, à obtenir des capitaux extérieurs. Voilà, donc ça, c'est important, établir un prévisionnel de trésorerie de sorte à être vraiment en alerte de façon très précoce et aller chercher le soutien auprès de l'ensemble des interlocuteurs de façon précoce. Et puis aussi, beaucoup ne connaissent pas leur fonds de roulement et ne savent pas. Alors, fonds de roulement, je vous rappelle, c'est la partie capitaux permanents de risque qui ne finance pas les évaluations et donc s'il est positif, il reste entièrement disponible pour les besoins de votre exploitation. S'il ne l'est pas, ça sous-entend effectivement des problèmes de trésorerie à venir et le à venir, il peut être plus ou moins long selon la consommation que vous faites. Donc, c'est important de toujours savoir où vous en êtes sur votre fonds de roulement et sur votre besoin en fonds de roulement pour permettre de déterminer le financement qu'il faut aller rechercher à côté. Ce qui est assez criant, et particulièrement sur votre secteur d'activité de la construction, c'est la rentabilité de l'entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, on est en chiffre d'affaires, on a 3% de chiffre d'affaires. Je suis bien consciente, et en 2023, surtout avec les 2022-2023, les fortes hausses des prix des matériaux. Même quand on avait du chiffre d'affaires en croissance, on avait des rentabilités très en baisse et des entreprises beaucoup plus en déficit qu'avant. Pour autant, certains viennent vers moi sans savoir quel est leur seuil, leur niveau de rentabilité, et non pas de tableau de bord, donc d'outils de suivi qui leur permettent de déterminer les indicateurs de performance de l'entreprise. Alors bien sûr, quand on est une toute petite entreprise, il ne suffit pas de monter une usine à gaz et de passer son temps sur des chiffres, puisque vous êtes tous assez souvent aussi sur vos chantiers en accompagnement de vos équipes. Mais pour autant, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent être utiles en fonction de l'activité de l'entreprise, que sont les indicateurs économiques de mesure des résultats et des coûts, j'en ai parlé, des indicateurs physiques pour mesurer la qualité de vos produits, de vos équipes, de vos services, par rapport au nombre de devis émis, des livraisons, des chantiers, etc., qui vous permettent aussi de stabiliser votre trésorerie et donner de la crédibilité à vos interlocuteurs. Des indicateurs humains sur la performance des salariés, etc. Et ce tableau de bord-là, il vous permettra assez vite d'identifier les écarts entre vos prévisions et l'activité réelle de l'entreprise, mais de façon anticipée pour pouvoir faire face aux différents problèmes. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a mis ça en place, on n'a pas forcément tout réglé et ce serait très bien de se dire, voilà, j'ai identifié ma difficulté et ça, tant mieux, ou je ne l'ai pas identifié. Dans tous les cas, il faut pouvoir se faire accompagner et Lucien Minot le disait tout à l'heure, ne jamais rester seul. Il faut effectivement, et ça c'est un problème aussi vendéen, de sortir de sa pudeur de chef d'entreprise et oser dire j'ai un souci et oser le dire assez tôt pour se faire accompagner. Et comme je dis souvent dans ces
présentation, vous pouvez presque tout me dire puisque je sais déjà tout de vous. Je vous rappelle qu'on est les finances publiques, on a toutes vos déclarations de TVA et autres, et donc on a aussi des informations qui nous font dire que ça va ou ça va pas. Et d'ailleurs, on a aussi un système d'outils de détection précoce qui me permettent des fois de dire j'appelle telle entreprise, donc soyez pas surpris si certains d'entre vous, des fois, je peux vous appeler parce que mon outil aura permis de mettre votre entreprise en évidence sur un risque à venir de difficulté par rapport à des indicateurs qui se dégradent. Donc, le conseil départemental à l'accompagnement des entreprises en difficulté, il intervient, je vous l'ai dit, sur les dettes fiscales, sur les dettes sociales, mais pas que. On intervient aussi pour les autres organismes, donc sur les difficultés bancaires. On est beaucoup intervenu sur le circuit énergétique, même si ça ne concerne pas forcément vos structures, sur des conflits clients, conflits fournisseurs, etc. On a vraiment un spectre, je vous ai dit, un point d'entrée universel. Le but, alors tout ne se passe pas chez moi, mais le but, c'est que nous, si on vous a en contact, on puisse examiner vers quel interlocuteur on va vous accompagner. Et l'accompagnement, il est, je dis, je suis toute seule avec mes 2 collaboratrices. On a forcément un contact, un échange téléphonique ou webinaire. Et puis, si vous n'arrivez pas à faire la démarche tout seul, on va pousser votre dossier. C'est pas rare que alors bien sûr avec votre accord, jamais sans l'accord du dirigeant, mais on va pousser votre dossier. C'est pas rare que j'envoie un 06 au président tribunal pour dire ce chef d'entreprise-là, si vous le faites pas, il vous appellera pas, mais si vous l'appelez, vous pouvez le sauver. Pareil avec la médiation du crédit ou le médiateur entreprise, quand vous avez des clients ou des fournisseurs qui tardent à vous payer ou qui ne vous font plus de marge de manœuvre sur la livraison des marchandises et sur le paiement. Voilà pour résumer le rôle du conseiller départemental à l'accompagnement des entreprises en difficulté. Sur cette vue que vous aurez, la CAPEB pourra vous transmettre le diaporama. Vous avez la façon, le moyen de nous contacter. Donc, ça peut être directement sur votre compte fiscal via le système prendre un rendez-vous physique ou téléphonique ou en visioconférence. Donc, c'est depuis votre compte fiscal entreprise en ligne, vous pouvez prendre un rendez-vous et vous trouverez le conseiller, ce qu'on appelle le CDED, le conseiller action économique. Je vous ai mis le mode opératoire parce que c'est pas forcément toujours intuitif. Et puis, vous pouvez aussi nous contacter par mail. Voilà. Beaucoup de services ne prennent plus les contacts par mail, mais nous, on les prend encore. Et puis, vous pouvez surtout, et vous avez sur cette vue, nos numéros, y compris nos 06. On essaie en principe de vous recontacter dans les 48 heures si on n'a pas pu vous avoir en direct. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Et surtout, nous dire la période de la journée, c'est plus facile pour vous. Si toutefois nos horaires ne correspondent pas, on essaie d'avoir des horaires très larges. Enfin, moi, pour ma part, mes collaboratrices, elles ont leurs horaires de bureau, mais il arrive d'avoir très tôt les entreprises le matin ou très tard le soir parce que je sais que c'est plus facile pour vous quand vous n'êtes pas en train de gérer vos salariés ou quand vous n'avez plus d'écoute à côté de parler librement. Voilà sur le conseiller départemental entreprises en difficulté. Juste pour vous donner quelques repères, donc 273 entreprises accompagnées en 2024. Vous avez sur cette vue, je ne vais pas détailler ce que le temps passe, la typologie des entreprises accompagnées par secteur d'activité. Bien sûr, cette année 2024, on a eu un gros effort sur la crise agricole, avec beaucoup d'exploitants agricoles accompagnés dans la difficulté qu'ils ont connue en 2024 et qui connaissent encore. Mais vous pouvez voir qu'on intervient sur tous les secteurs, quels qu'ils soient. De la même façon, on intervient sur tout type d'entreprise. Donc, à l'image de ce qu'est la Vendée et ce qu'est la France, d'ailleurs, on intervient beaucoup plus sur la petite entreprise, la TPE, moins de 10 salariés. 71% de nos contacts, c'est de la TPE, mais 26%, ce sont des PME. Et puis, on a 2% quand même dans ces 273, on a 2% d'ETI, donc des entreprises de très très grosse envergure sur le département. En termes d'origine du contact, on a des contacts directs de l'entreprise et ça montre que notre service est maintenant connu ou bien relayé par vos organisations. Et là encore, merci à la CAPEB parce que je sais qu'elle donne mon contact autant que faire se peut. Mais on a d'autres instances ou d'autres indicateurs qui nous permettent de rentrer en contact avec l'entreprise, je vous le disais tout à l'heure. Et puis sur la vue de droite, vous avez les orientations qu'on a pu éventuellement donner, sachant que les orientations sont souvent multiples. Ça peut être un accompagnement sur les dettes fiscales et sociales, mais en parallèle, on sait que si on ne va pas en médiation de crédit et qu'on n'arrive pas à restructurer les prêts bancaires,
ne tiendra pas la route et donc on fait des actions conjointes avec les différents interlocuteurs et notamment sur vos activités avec la DETS. J'ai un certain nombre d'entreprises du secteur bâtiment qui n'ont pas forcément réussi à avoir l'activité partielle au moment où il fallait et parfois parce que les dossiers sont mal remplis ou le motif en fait quand on dit activité partielle n'a pas forcément été mis en avant de façon à répondre aux exigences d'activité partielle qui effectivement durcit aussi, hein, donc c'est pas évident d'avoir activité partielle, mais on a ce contact direct nous avec nos correspondants de la DETS pour essayer de réexpliquer le dossier et voir si on peut pas quand même faire glisser l'entreprise vers ce dispositif-là, entre autres. Un zoom sur la commission de chef financier qui est une de nos orientations. Donc, vous avez vu un spectre très large d'orientation et de soutien aux entreprises, quelle que soit la difficulté. Pour autant, une difficulté majeure, c'est parvenir à régler ses dettes fiscales et sociales. Et que quand on arrive là, souvent, on a eu des gros problèmes de trésorerie et que, bien sûr, on préfère payer ses fournisseurs avant parce que si on ne paye plus fournisseurs, on n'a plus de marchandises, on ne peut plus travailler. On a parfois des impacts bancaires importants et puis, il y a un moment, on n'y arrive plus parce que les marchés se rétractent et on n'arrive plus à faire face à ces charges fiscales et sociales. Alors, je ne suis pas là, les choses soient claires, pour vous inciter à créer de la dette fiscale et sociale. Ce n'est pas du tout mon rôle et il faut penser aussi aux finances de l'État pour que tous les dispositifs puissent vivre. Pour autant, quand on ne parvient vraiment plus, il existe donc déjà quand on est sur de la petite dette, chaque créancier fiscaux, sociaux, et quand je dis sociaux, c'est y compris les cotisations, quand on est entreprise individuelle, les cotisations de sécurité sociale indépendante, c'est aussi votre AGIR-FERCO, donc la retraite complémentaire, donc pour la plupart pro-BTP dans votre secteur. Ce sont aussi des dettes France Travail quand on a dû malheureusement licencier des salariés. On a souvent des dettes dites CSP à payer à France Travail. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut rentrer dans le spectre social, fiscal. Et chaque créancier va pouvoir vous accompagner éventuellement, sauf si vous êtes un défaillant récurrent, sur des petits plans, sur des plans, mais individuellement et de façon très courte, souvent 3 mois, 6 mois, ils vont rarement au-delà. La commission chef service financier, elle peut être saisie par toute entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur, pour toutes ces difficultés-là. Et c'est un guichet unique. Donc, du coup, c'est la direction des finances publiques qui assure cette commission, et donc c'est mon service qui instruit les dossiers et les présente en commission. La saisine, elle est confidentielle, ça permet de préserver les relations avec vos clients, avec vos fournisseurs et vos partenaires bancaires. Il y a un échange personnalisé avec moi-même ou mes 2 collaboratrices dans le montage du dossier. Et puis, une orientation vers la structure adaptée à l'intérieur de l'efficacité si besoin. Je l'ai déjà dit, souvent, on fait de la CCSF et on fait une autre action à côté avec un partenaire pour consolider le tout. Donc, la CCSF, c'est une structure départementale qui est présidée par mon directeur, le directeur des finances publiques, que j'assiste dans cette mission. Alors, pour être éligible à la CCSF, il faut quand même être à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et sociales. J'ai un certain nombre d'entreprises qui se présentent en ce moment, et ça, c'est assez nouveau, et qui ont préféré ne pas déposer leur déclaration de TVA parce qu'ils ne pouvaient pas la payer, plutôt que de la déposer sans paiement et d'être rattrapés après en poursuite. Alors, elle me dit, oui, mais si je dépose, il faut savoir que j'ai quelque chose à payer, et donc ils vont me poursuivre en paiement. Alors, surtout, ne faites pas ça, parce que si vous êtes défaillant, même sur ce que je vous dis tout à l'heure sur le conseiller économique, je ne peux pas intervenir sur une entreprise qui est défaillante et c'est normal par rapport à tous les autres. Et au jeu de la concurrence, une entreprise défaillante, c'est une entreprise, défaillante déclarative, j'entends, c'est une entreprise qui ne respecte pas la règle. Donc, si vous ne pouvez pas payer à un instant T un impôt ou une charge sociale, il faut la déclarer en levant le paiement. Vous avez souvent des systèmes de prélèvement, donc il faut vraiment, et c'est souvent votre expert comptable qui s'en occupe, donc il faut demander au comptable de dire, non, là, il ne faut pas laisser passer le paiement parce que demain, si je paye la TVA, je ne paye pas mes salaires, donc voilà, je m'en bouge, et la banque va mettre des intérêts, etc. Donc ça, c'est possible, il ne faut pas que ce soit répété, mais c'est possible, mais surtout, il faut déposer sans paiement et surtout contacter le service, soit le créancier direct, soit moi-même pour une CCSF si on est sur quelque chose de beaucoup plus contraignant.
Donc, il faut être à jour de ces déclarations fiscales sociales, il faut être à jour du paiement de la part salariale des cotisations sociales à l'URSSAF comme à la GERCARCO et du prélèvement à la source, tout simplement, parce que c'est part salariale et ce prélèvement à la source, ce n'est pas votre argent, c'est celui de vos salariés et que c'est pénalement répréhensible de ne pas le payer et que donc, du coup, on ne peut pas déclencher d'aide non plus tant que ces parts-là ne sont pas payées. Après, entre nous, on fait du... voilà, si vous me dites, bah là, j'ai part salariale, je vais décaler, mais je vais régulariser, quand c'est régularisé, on peut rentrer quand même en CCSF. Et puis, il ne faut pas déjà être en état de cessation de paiement, parce que je vous le dis, quand on est en état de cessation de paiement, on est entreprise en difficulté au sens juridique du terme, et on est donc à la porte du tribunal, et moi, je ne peux plus faire de CCSF dans ce cas-là. La décision de la CCSF, c'est une décision unanime de l'ensemble des créanciers. Donc, je vous ai dit les créanciers qui étaient représentés. Elle s'impose à tous. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est prise, le créancier fiscal ne peut pas dire non, moi je m'en fiche, je continue à faire mes saisies bancaires. Ça lève toute poursuite immédiatement à partir du moment où le plan est accordé. Le plan, il peut être accordé jusqu'à 24 mois. Vous voyez, contre les 3 à 6 mois que peut vous faire un créancier de façon individuelle. Là, on peut aller sur un plan jusqu'à 24 mois, voire 36 mois à titre exceptionnel. Après une analyse financière et économique de la situation de l'entreprise, après avoir regardé quelle est effectivement la soutenabilité de sa trésorerie avec l'entreprise. C'est pas la peine d'aller à 24 mois si en 12 mois ou 18 mois on peut le faire, hein, mais voilà, c'est un maximal. Et surtout, ce qui est intéressant sur un plan CCSF, c'est qu'on peut faire de l'échéance modulable selon la saisonnalité de l'activité. Vous avez sur vos activités des temps comme ces derniers jours qui souvent vous empêchent de travailler en extérieur et qui fait que vos chantiers ne se livrent pas. Et si les chantiers ne se livrent pas, les encaissements ne rentrent pas. Donc, on sait que c'est plus compliqué sur votre secteur d'avoir des mensualités hautes l'hiver. Donc, on peut faire des échéances modulables pour tenir compte de la saisonnalité de l'activité ou pour tenir compte d'un prêt. Par exemple, je rentre un dossier aujourd'hui en CCSF, et ben, pendant 3-4 mois, j'ai encore des échéances de prêt très lourdes, mais dans 4 mois, j'aurai fini, donc je pourrai payer plus ma CCSF. Voilà. Donc, on essaie d'être au plus près de la vie de l'entreprise et de sa réalité et de tenir le délai dans ces termes. Je vous l'ai dit, c'est des suspensions de poursuite immédiates et c'est important, surtout si l'URSSAF notamment, mais pas que, en est rendu à faire de l'inscription privilège. Hein, ça rend public votre difficulté et ça peut effectivement avoir des incidences assez importantes au niveau bancaire et au niveau fournisseur et surtout au niveau des marchés publics. Et c'est mon point suivant, le fait d'être en plan CCSF vous permet immédiatement, dès que le plan est accordé et que la première échéance est payée, d'obtenir vos attestations de régularité fiscale et vos attestations de vigilance sociale. Et donc ça, c'est important pour chacun d'entre vous qui travaillez en marché public, puisque ces attestations sont obligatoires pour pouvoir obtenir ces marchés et les paiements de ces marchés. Donc voilà, c'est une garantie et pendant toute la vie du plan, à partir du moment où il est respecté, chaque fois que vous avez besoin d'une attestation, vous la demandez au secrétariat CCSF et on la fait délivrer d'office au créancier. Voilà. Et puis sur ces plans-là, alors dès lors que vous ne payez pas à date vos obligations fiscales et sociales, vous avez une majoration de recouvrement. Quand le plan est scrupuleusement respecté dans toutes ces conditions, très souvent, l'entreprise obtient une remise de ces majorations en fin de plan, ce qui lui fait moins de choses à payer. Voilà, donc pour ce dispositif, je vous le rappelle, le conseil départemental aux entreprises en difficulté que je suis avec les coordonnées que vous avez vues dans la slide d'avant, juste pour vous donner un indicateur, au 31 décembre, j'ai 116 entreprises actuellement en cours. Alors bon, voilà, les plans étant de 24-36 mois, forcément, ça bouge tout le temps parce que certains sortent, certains rentrent, mais c'est 116 entreprises qui bénéficient actuellement d'un plan CCSF en Vendée avec un encours de dette de 29 millions d'euros, sachant que là-dedans, j'ai des petits dossiers à 30 000 euros de dette et puis j'en ai des très gros à plusieurs millions d'euros de dette selon la grosseur de l'entreprise et l'impact de la difficulté. Voilà, j'en ai terminé. Je suis ouverte à vos questions, interrogations sur l'ensemble de cette présentation. Il n'y a pas de questions. Il sera toujours temps d'y revenir et toujours temps de les poser via le chat. J'ai vu que Bruno Layec, le secrétaire du CIP Vendée, est présent.
Bruno, est-ce que tu veux dire quelques mots maintenant ou est-ce que tu voudras les dire après l'intervention de Gaëtan? Comme tu veux, je peux effectivement juste évoquer le fait qu'effectivement, par rapport à ce que disait Magali Gérard, il existe aussi une association notamment qui s'appelle le CIP 85, donc en Vendée, qui est une organisation, une association, on va dire, nationale, mais qui a des antennes un petit peu dans tous les départements de France et dont l'objet, donc on réalise une commission mensuelle en Vendée, donc à la chambre de métier, qui permet aux chefs d'entreprise d'être reçus de manière anonyme, confidentielle. Et lors de cette commission, les chefs d'entreprise nous exposent les difficultés qu'ils rencontrent et à ce moment-là, la commission est composée de trois experts, anciens juges, un ancien juge du tribunal de commerce, un expert comptable et un avocat spécialisé dans le droit des affaires et particulièrement dans l'accompagnement des entreprises en difficulté, plus un conseiller, soit chambre de métier, soit chambre de commerce en fonction de l'entreprise qui se présente. Là, pour avoir un éclairage un peu plus métier, on va dire. Et donc, pour ce qui concerne les artisans, c'est moi-même qui suis présent. Et donc, l'objectif de cette commission, on reçoit les chefs d'entreprise pendant une demi-heure, on va dire trois quarts d'heure, une heure, selon les besoins, et que j'ai précédemment un petit peu évoqué avec le chef d'entreprise préalablement à la commission, pour aussi préparer les documents qui seront nécessaires à la bonne compréhension de la situation de l'entreprise. Euh, et donc, à cette commission, nous sommes amenés à préconiser aussi des solutions orienter, bien entendu, les chefs d'entreprise vers les interlocuteurs appropriés, ce qui leur permet d'avoir un éclairage complètement neutre, je le répète, anonyme et confidentiel, et qui évidemment hein, renvoie vers les différentes procédures qu'a évoquées Magali Gérard là, dont notamment la dernière, la CCSF, hein, que je confirme être mais vraiment très très bonne solution notamment de manière préventive pour justement alerter un petit peu les entreprises qui se retrouvent en difficulté de trésorerie et pour faire en sorte qu'elles puissent lisser un petit peu ces dettes fiscales et sociales, mais bien entendu vers toutes les autres solutions qui sont très importantes en France. Et je pense qu'on a cette chance d'avoir une pléthore de solutions, on va dire préventives et aussi collective, il faut bien l'avouer, on va jusqu'à préconiser effectivement parfois quand l'entreprise est en état de cessation de paiement depuis un certain temps et qu'il n'y a pas d'autre solution que le redressement judiciaire pour faire en sorte que l'on puisse, on va dire, sortir par le haut l'entreprise. Mais un redressement judiciaire, c'est un acte de gestion quand il est bien expliqué et surtout quand il est bien préparé. Donc c'est aussi l'objet de cette commission, c'est d'expliquer comment faire en sorte que l'entreprise le prépare au mieux pour qu'il fasse partie des 10%. Magali Gérard le disait en introduction. Effectivement, les procédures collectives, il y a à peu près 10% seulement des entreprises qui s'en sortent, mais je suis persuadé qu'une entreprise qui a les bons conseils préalablement et qui prépare son redressement judiciaire a bien plus de chances que cela de s'en sortir. Tout à fait. Donc voilà. Cette commission se réunit une fois par mois. Le CIP 85, vous le trouvez sur Internet en allant sur Google, mais vous pouvez aussi, bien entendu, soit prendre rendez-vous par téléphone au 0800 100 259, euh, ou bien m'appeler directement. Je suis le coordinateur effectivement du CIP. Vous pouvez me joindre moi au niveau de la Chambre des métiers, Bruno Layec, Layec, et je vous inscrirai dans la liste des participants à la prochaine commission. On fait une commission tous les mois, et il n'y a que le mois d'août en général où euh, il y a très peu de sollicitations, donc on a tendance à zapper cette commission-là, sauf s'il y a des demandes, et auquel cas, bien entendu, on la concerne. Merci Bruno pour ces précisions. Est-ce que tu peux mettre tes coordonnées dans le chat?
Oui, sans Comme, problème. comme ça, ceux qui Ouais, sont intéressés peuvent les noter. ouais, très bien. Merci. Merci à toi. Gaëtan, es-tu prêt avec le micro? Tu as coupé le son. Bonjour, C'est mieux. ça fonctionne très bien. Je vais partager mon écran, effectivement. Je vais me présenter. Je suis je travaille à la CAPEB de Vendée depuis maintenant 3 ans. Une mission un peu spécifique, et sur le terrain, à la rencontre des adhérents. Et notamment, je porte un outil qui a été conçu en région c'était juste avant le Covid, qui s'appelle l'audit 360. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi faire? C'est pour qui? En fait, l'audit 360, c'est pour tous. Moi, je fais des audits aussi bien des gens qui sont, alors comme ce monsieur là sur l'image, un peu sous pression, pourquoi pas, hein, sur des sujets Ah, ponctuels que sont le... on voit pas ta projection, Gaëtan. Ah, pardon, je ne l'ai pas partagé peut-être. Attendez, je vais Peut-être. vérifier. Je crois savoir pourquoi. Est-ce que là, c'est bon? C'est bon. On est en version présentation, mais c'est bon. Ouais, je vais vous la mettre en version. Comme j'ai un double écran, on va la mettre comme ça. On voit ton bonhomme sous pression dont tu parlais dans ton propos. Est-ce qu'on est bon? Oui. Bon, super. Donc, effectivement, on m'appelle pour faire des audits. Souvent, je suis sollicité, c'est par les assistants, par les épouses, mais par les chefs d'entreprise aussi directement pour des problématiques de sous-pression, pourquoi pas, un chef d'entreprise qui est, on va dire, sous charge mentale importante. Je travaille aussi avec l'audit pour notamment dénouer, ne serait-ce que des fois, faire le point sur le recrutement, la fidélisation des salariés, le management. Faire le point aussi sur, on parlait des plans de trésorerie, ça c'est important, des choses qu'on met en place aussi. Mais c'est pour aussi bien les entreprises qui se portent très très bien. C'est-à-dire il y a trois types d'audits. Il y a un audit qui s'adresse plus spécifiquement aux entreprises en phase de décollage, hein, qui sont jeunes. Là, l'idée, c'est de voir si elles ont posé les bons jalons, termes de commercialisation, de tableau de bord, de suivi, de production, d'achat, etc. Et puis, ça s'adresse aussi à des entreprises avec un audit là plus orienté pour celles qui ont plus de 3 ans, voire qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience. C'est un petit peu mon cœur de cible souvent dans les audits. Des gens pour qui les entreprises roulent parfois même très très bien, mais qui veulent faire un focus, faire un point, se poser, prendre le temps d'eux et vérifier si effectivement depuis qu'ils sont la tête dans le guidon depuis 2 ans, depuis quelques années, est-ce qu'il n'y a pas moyen de d'assouplir encore les process en interne et de gagner encore plus d'argent quelque part, hein, de gagner en souplesse et en performance. Et puis, il y a un audit qui est intéressant, c'est que je pratique aussi beaucoup, qui est l'audit de transmission, qui est un peu plus spécifique, hein. On a une trame commune pour les trois, mais là, qui est orientée pour les entreprises qui vont transmettre, qui vont vendre leur société ou qui l'envisagent. Et là, il est intéressant de poser les jalons assez tôt, le plus tôt possible, hein, à 5 ans avant un départ, c'est pas mal. J'ai eu le cas d'une entreprise que j'ai rencontrée en janvier 2024 et qui m'a dit je vends mon entreprise, enfin, j'arrête de travailler le 31/12. Là, ça a été très très chaud, mais ça a été jouable puisque je l'ai eu il y a 3 semaines, il a vendu sa boîte en février. Mais il faut s'y prendre un petit peu plus tôt quand même si on veut poser les bons jalons, faire les bonnes études en amont. L'audit sert à cela notamment. Alors, l'audit traite 5 grands thèmes. Alors, je les ai mis un petit peu de façon ludique, hein, pour étayer un peu mon propos. Il y a 5 grands thèmes qu'on va aborder dans cet audit et notamment on parle de l'environnement. L'environnement, c'est comment déjà j'arrive chez vous avec Google par exemple. Est-ce que je suis pile devant la porte parce que sinon je me retrouve perdu dans un village ou en pleine campagne, mais c'est aussi votre organisation au niveau du bureau. Bon là la photo est un peu exagérée, mais j'ai parfois vu des entreprises qui ressemblent un petit peu à ça. Donc, c'est comment vous gérez vos données, comment vous les classez, comment vous sécurisez aussi vos données informatiques. Est-ce qu'elles sont externalisées, est-ce qu'elles sont internes, comment vous les protégez. Et puis, on parle de vos partenaires. Donc, ce sont les fournisseurs, ce sont aussi le banquier, et puis vos réseaux. Est-ce que le chef d'entreprise existe à l'extérieur aussi de son entreprise? Est-ce qu'il rayonne à travers des groupes de discussion, du sport, des choses comme ça? L'étude de marché, bah, évidemment, c'est l'analyse, c'est la concurrence, quelle visibilité a le chef d'entreprise, et puis la stratégie d'entreprise.
on en parle aussi forcément. À la question où êtes-vous dans 5 10 ans, 15 ans, souvent il y a un blanc. On est beaucoup dans l'opérationnel, parfois dans l'urgence. Et là, l'idée, c'est d'aider le chef d'entreprise à se sortir la tête du guidon pour avoir une vision. Donc, on y travaille dans ce chapitre-là. Il y a un volet sur la gestion financière, évidemment. On va parler du comptable. Hein. Est-ce qu'on connaît sa lettre de mission? Les outils de gestion, on en parlait à l'instant avec les premiers interlocuteurs. Hein. Effectivement, est-ce qu'il y a des tableaux de bord de mis en place? Est-ce que le chef d'entreprise arrive à suivre sa trésorerie? Et puis, il y a la volet facturation, sous quelle fréquence c'est fait, par exemple. Et puis, la facturation des fournisseurs. Comment ça se passe? Est-ce que vous contrôlez les BL, etc. Un troisième volet, alors, j'en profite pour faire un petit focus sur un produit CAPEB, parce qu'on en parle assez peu et je pense il est indispensable. Aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle Calculab à la CAPEB, qui permet de suivre notamment, de piloter son activité, de connaître ses coûts exacts. Parce que je me perçois au quotidien que lorsque je pose la question, connaissez-vous votre coût de revient? Il y a un blanc. On sait à quel prix on vend, mais on ne connaît pas le prix en dessous duquel il ne faudrait pas que je vende. Donc cet outil permet de le déterminer, c'est extrêmement simple. L'outil est extrêmement peu onéreux, puisqu'il coûte 60 euros hors taxe pour les adhérents. Et une fois qu'il est acheté, il vous appartient à vie. Il est en ligne, il permet de faire des simulations et autant que l'on souhaite. Si par exemple je veux investir dans un bâtiment, quel impact sur mon bilan pour les prochaines, quel chiffre d'affaires il va falloir que je fasse. Si j'achète un camion aménagé qui vaut 45 000 euros, amorti sur 4 ans, 5 ans, je rentre ces chiffres, je fais Enter et j'ai en temps réel mon coût de revient à l'heure et l'impact sur mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est extrêmement puissant. C'est un outil dont j'en fais la promotion notamment pendant les audits. C'était un petit clin d'œil. Et puis, il y a un troisième volet qui est les ressources humaines, évidemment. Comment je recrute aujourd'hui, et si je recrute, mais qu'est-ce que j'ai mis en point, qu'est-ce que j'ai mis en place, est-ce que j'ai une bannière à l'extérieur comme tout le monde, est-ce que j'ai mis un petit encart sur mon Facebook, ou est-ce qu'on peut pas aller beaucoup plus loin? Moi, je me sers notamment de l'intelligence artificielle pour travailler ce qu'on appelle votre marque employeur, hein, c'est-à-dire tout ce qui fait, tout ce qui vous caractérise et vous différencie en tant qu'employeur, qui fait qu'on a envie de vous rejoindre et rester chez vous. Donc ça, je fais des initiations à l'IA, hein, c'est gratuit, sur place pendant l'audit notamment, chez vous. Et puis, on travaille notamment, l'idée c'est de savoir si vous pratiquez aussi les entretiens professionnels. À travers les outils de fidélisation, c'est de savoir s'il y a des rituels chez vous, s'il y a des réunions d'équipe, si on échange, si on parle chiffres. L'idée, c'est d'embarquer les équipes euh, avec le chef d'entreprise dans ces projets. Et puis, de vérifier si les règles sociales sont respectées. Est-ce que vous avez mis un document unique? Est-ce que l'affichage obligatoire est en forme, etc., etc. Et on parle aussi formation, puisque c'est un puissant aussi levier pour fidéliser vos équipes. Ensuite, on dit toujours, là, on parle marque employeur. Vous voyez le petit clin d'œil à côté sur la publicité là, qui est là. C'est un artisan qui est dans le Nord, département du Nord. J'avais vu ça dans la rue. Je trouve ça très sympa. C'est un petit clin d'œil de ce qu'on peut faire avec la com. Et au volet de l'audit, notamment, on fait un point sur la production. Donc, un petit peu comme ce couple, parfois, c'est un des points qui tiraillent les chefs d'entreprise, notamment dans la gestion des appels entrants. Est-ce que j'arrive à canaliser cela? Est-ce que j'ai mis ne serait-ce qu'un message déjà commercial quand je n'arrive pas à répondre à mes clients? Et est-ce que je les renvoie vers un site web, vers quelque chose pour qu'on ne perde pas le fil avec eux? Comment je qualifie cette demande? Est-ce que j'ai une fiche contact quand je pars en rendez-vous client ou est-ce que j'ai une feuille volante pour prendre des notes? Est-ce que j'ai une tablette? Est-ce que j'ai un support? Est-ce que je suis habillé? J'ai une tenue spécifique? Je dis tout cela. Le devis, c'est notamment les conditions générales de vente. Est-ce que vous avez aussi mis le médiateur dans le devis? Est-ce qu'ils sont conformes? La programmation des travaux, ça c'est important. Est-ce qu'on doit en charge? Ne serait-ce que cela. Est-ce que vous communiquez aux salariés ou est-ce qu'il est uniquement dans le bureau du chef d'entreprise? Est-ce qu'il y a un planning, ce genre de choses? Et puis, on parle aussi de clôture de chantier, évidemment, dans l'audit. C'est-à-dire comment vous traitez cette clôture? Est-ce qu'il y a une mesure de la satisfaction client? Est-ce que vous arrivez à piloter la qualité en interne avec vos équipes? Est-ce que vous faites des PV de chantier? Ça, c'est important. Et il y a le suivi du SAV aussi, notamment. Et puis, le dernier volet de l'audit, c'est la partie marketing et on termine par cela.
On fait un état des lieux du produit, des gammes de prestations que vous proposez. Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce qu'elles sont bien identifiées? On parle évidemment du prix. Est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il varie en fonction de la saison, en fonction de si je fais du vin, si je fais de la réno? On analyse ça de près, bien sûr. Et puis, on va parler communication. Est-ce que vous avez un budget dédié à louer? Est-ce que vous essaimez comme cela sur divers supports, le basket, le club de basket du coin, le foot, le petit canard local? Ou est-ce que c'est un peu plus structuré? Est-ce que vous suivez ce budget? Est-ce que vous avez des outils pour les suivre? Ce soir, on met ça en place et puis évidemment la commercialisation, comment vous suivez vos clients, comment vous les fidélisez, et bien d'autres thèmes. Donc cet audit, c'est une partie qui est assez longue, malgré tout. Pour ceux que ça intéresse, ça compte dans la première phase de l'audit, la phase où justement on aborde ces 5 thèmes, hein, ce que vous avez à droite sur mon écran, il faut compter 4 à 5 heures. Donc c'est une grosse demi-journée où là on s'enferme dans un bureau, idéalement on n'est pas gêné, on n'est pas dérangé, et on va pouvoir discuter à bâton rompu de tous ces sujets-là. Je reviens, on va dire, 3 à 4 semaines plus tard, dans un deuxième rendez-vous, là, pour faire la restitution. Et là, je reviens avec un rapport qui est un petit peu sous la forme de ce que vous avez à droite. Ça, c'est la page de garde du rapport. Un rapport fait une vingtaine de pages en général. Là, c'est la page de synthèse. Elle permet en un clin d'œil de voir là où ça pêche. Vous voyez, cette entreprise, par exemple, on voit que c'est plutôt l'organisation de la production. Là, il y a plus de choses orange-rouge qui se trament, même s'il y a des petites choses à améliorer dans l'environnement, dans la gestion financière et dans le marketing. Mais tous ces points-là, vous allez vous en rendre compte pendant l'audit, sont liés les uns aux autres. Si un est en faiblesse, il aura forcément un impact sur les autres. Mais ça permet de mettre en lumière là où ça pêche. Et l'idée, c'est dans cette restitution, de vous faire des recommandations, de vous apporter des solutions concrètes et puis avec un guide des bonnes pratiques, des astuces, des outils clés en main que je vous remets, des choses que moi j'avais créées par le passé, parce que moi j'avais aussi j'étais dirigeant d'une entreprise artisanale, donc possiblement j'ai rencontré les mêmes problématiques que vous en management, en recrutement, j'ai possiblement fait des boulettes commerciales, de gestion. Donc on peut parler de tous ces sujets-là de façon complètement ouverte. L'audit reste complètement confidentiel, bien sûr. Quand on fait cette restitution, il faut compter 1 à 2 heures, là encore. Je vous laisse un support et on détermine un plan d'action avec 5, 6, 7, allez, 10 actions maximum, pas plus, qu'il faudrait idéalement mettre en place là, tout de suite, et qui serait réalisable à 6 mois. Et on fixe un troisième rendez-vous à 6 mois. Et là, je reviens à nouveau, on ressort le rapport et le plan d'action qu'on aura mis en place avec le chef d'entreprise. Et on regarde là à nouveau où vous en êtes, si vous avez réussi à passer des items, à mettre des choses en place, et si vous patinez encore sur certains points. Et là, je peux continuer à vous accompagner derrière, hein. Il y a des chefs d'entreprise que j'accompagne là encore depuis 1 an, parfois d'autres depuis 2 ans, parce qu'il faut qu'on garde ce lien. Mais un audit, c'est normalement sur 6 mois, on fait le tour complet de l'organisation d'entreprise, mais on peut le faire durer dans le temps. Alors, c'est une prestation particulière de la CAPEB, c'est-à-dire qu'en fait, on est hors adhésion. Ça a été décidé par les élus. En fait, l'idée, c'était de donner une vraie valeur à cet audit et de donner du poids. Et il coûte 750 euros hors taxe. Il comprend tous mes frais de déplacement. Qu'on se voit 1 fois ou 10 fois, le coût est le même. Qu'on se voit 6 mois ou sur 1 an, c'est le même. Il n'y a pas de limite en quelque sorte. Vous avez le déroulé là ici, donc avec les différentes étapes, dont la demi-journée d'audit, ensuite la restitution, plus le troisième rendez-vous à 6 mois. Il y a mes coordonnées sur ce petit flyer, c'est des choses que je peux vous envoyer. Et de toute façon, n'hésitez pas à m'appeler en direct. Vous avez mon téléphone ici et puis mon adresse mail. N'hésitez pas, si vous passez par la CAPEM, on passera aussi à l'appel. Ça pose aucun souci. On peut se rencontrer en amont par téléphone, en visio ou chez vous, hein, tout simplement pour échanger. Déjà vous présenter l'audit et voir si effectivement il y a un vrai intérêt pour vous ou pas. Mais en tout cas, c'est un vrai outil pour anticiper, pourquoi pas des problèmes de trésorerie, des choses comme ça, de gestion, mais aussi pour développer aussi votre entreprise. Donc, ça a plusieurs fonctions d'audit. Voilà, j'ai fait le tour, je pense. Merci Gaëtan. Des questions? Je crois qu'il y avait une question dans le chat, mais tu y as répondu. Lucie, tu veux reprendre la main?
J'ai pas besoin de faire de partage d'écran. Euh, est-ce qu'il y a des questions? Alors, si à froid, après, dans la journée, effectivement, il vous reste des questions, vous n'hésitez pas à nous appeler et appeler la CAPEB. Je voulais remercier tous les collaborateurs qui ont aidé à préparer cette visio, entre autres. Et puis, pas que cette visio, mais tout le travail qu'ils font d'année en année. Je voulais aussi, pour finir, vous rappeler que en Vendée, on a la chance d'être non seulement une des plus grandes CAPEB de France en termes, et CNATP, je joins aussi la CNATP en termes de nombre d'entreprises adhérentes, mais aussi en termes de services et de services qui sont à notre disposition. On a plus de 20 collaborateurs rien que pour le syndical, hein, je ne compte pas les services paye et le service comptabilité, la GCI. Donc voilà, on a mis en place des outils dont l'audit. Donc, comme le disait Gaëtan, c'était oui, avant Covid, la fameuse date. On a travaillé ensemble avec d'autres collègues des autres départements pour mettre cet audit en place. Alors effectivement, c'est un coût, 750 € hors taxe. Sachez que les entreprises spécialisées dans les audits de toute entreprise, mais pas le bâtiment, vont jusqu'à prendre 2, voire 3 fois plus cher si vous voulez faire réaliser un audit hors CAPEB. Gaëtan est vraiment à votre écoute. J'ai que des bons retours des collègues qui ont fait l'audit. C'est vraiment un outil efficace qui nous accompagne dans toute la vie de l'entreprise, quand ça va bien, quand ça va moins bien, quand il y a des décisions importantes à prendre. Donc, n'hésitez pas. Et je voulais vraiment encore une fois remercier tous les collaborateurs de la CAPEB qui sont vraiment à notre écoute, à l'écoute de toutes les entreprises, de tous nos collègues. Donc, n'hésitez pas à nous faire appel, à nous appeler. Ne restez pas tout seul parce qu'on a vraiment des super défis à relever dans les prochaines années. Et voilà, donc plus fort ensemble. Et comme je relis le slide de Gaëtan, seul on va plus vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Et ensemble, on va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, merci de votre écoute. N'hésitez pas, on est là pour vous. Voilà. Et puis, plus fort ensemble. Donc, Jean-Luc, voilà, si tu veux compléter. Oui, je veux bien, Lucie, juste aller dans un complément, oui, de ce que tu viens de dire. Dans l'équipe, il y a également tout ce qui est l'accompagnement juridique, technique, hein. Une entreprise peut, dans son quotidien d'activité, être confrontée à parfois des difficultés ou à des obstacles. On parlait tout à l'heure d'activité partielle, mais nos juristes peuvent accompagner, que ce soit Gaël ou Marie, dans l'accompagnement, le conseil sur l'activité partielle. On a des juristes qui peuvent aussi vous accompagner sur du recouvrement de créances, sur de la relance client, sur des mentions à faire apparaître sur vos conditions générales de vente. Voilà, la liste est longue. On a un conseiller technique qui peut vous accompagner en cas de contentieux avec des particuliers ou des fabricants, fournisseurs, architectes ou autres. Voilà, dans la vie quotidienne de l'entreprise, à chaque fois qu'il y a une difficulté qui se présente à vous ou une question qui se pose à vous, Lucie a raison de dire qu'il faut avoir ce réflexe CAPEB. On a effectivement l'une des plus belles CAPEB de France grâce à vous, donc vous pouvez en être fiers. Et vous êtes adhérent, donc utilisez-la, la CAPEB. Voilà. Voilà, et on est vraiment une des seules CAPEB en France à avoir tous les services que Jean-Luc vient de citer. Donc, il faut en user, en user et en user. Voilà. Et pour nos collègues travaux publics également, on parle Oui. CAPEB, mais CAPEB et CNATP, Et bien CNATP, évidemment, bien. dans notre esprit, c'est la grande famille du bâtiment et des travaux publics. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée en espérant que le soleil pointe le bout de son nez. Et puis, en espérant aussi vous rencontrer très, 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 très vite dans nos réunions d'information ou dans les couloirs de la CAPEB quand vous êtes en formation. Voilà, bonne journée à tout le monde. Merci Magali, merci Bruno, merci Gaëtan, merci tout le monde. Voilà, bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci à vous tous. Bonne journée.